C'est important pour moi de partager mon histoire et de raconter ce que j'ai traversé pendant ces 2 ans de mariage. Ça a été une expérience très dure, qui a duré plus de 30 ans, plus de la moitié de ma vie. Ce monstre, qui se fait appeler Edward Graff, semblait doux et attentionné. Parfois, on laisse entrer le mal sans le savoir. J'aurais vraiment aimé qu'il soit condamné à mort. Mais au lieu de ça, il a été libéré. I testified in my first trial, and I would testify again. And all I can tell them is that, I didn't do it. C'est un mensonge. Il ment depuis le début. Ce qu'il a fait est atroce. Même s'il mourait, même s'il était exécuté, je ne serais jamais vengée pour ce qu'il a fait. Toutes les photos qu'il me reste sont dans cette boîte. C'est ma boîte à souvenirs. Cette photo a été prise alors que j'étais encore célibataire, avant d'épouser Ed. C'est une photo de Joby, Jason et moi. J'étais divorcée depuis 4 ans et demi ou 5 ans. J'avais 2 emplois et j'élevais mes fils. C'était très dur. J'enseignais pendant la journée et je travaillais entre 17h et 21h dans une bijouterie au centre commercial. Ed venait parfois voir les filles qui travaillaient avec moi. Il avait l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il avait une bonne situation à la banque. Il était très actif dans sa paroisse. Il possédait une maison et un bateau. Il avait une bonne réputation. C'était un pilier de notre communauté. Un jour, il m'a téléphoné. Je ne savais pas comment il avait eu mon numéro. J'étais étonnée, mais j'ai découvert plus tard que c'était par une de mes amies. Il avait l'air très intéressé par moi. On a dîné plusieurs fois ensemble. Ça m'a permis de mieux le connaître. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai dit à Ed que j'allais emménager avec mon père, car j'avais du mal à joindre les 2 bouts. Un jour, sans prévenir, on a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été très surprise de voir que c'était lui. Ed, I wasn't expecting you. Il m'a dit qu'il passait simplement dans le quartier. I know that you said you were packing up this weekend, and I figured I'd surprise you and stop by. Il m'a proposé de m'aider à déménager. Je n'étais pas très à l'aise qu'il ait mon adresse. Come on, you look like you could use another set of hands. That's very sweet, but you don't have to do that. J'ai eu l'impression qu'il m'espionnait presque. Mais en même temps, une part de moi était soulagée qu'il vienne m'aider. I'm sorry, I didn't mean to impose. No, I could use the help. Je lui ai expliqué que je voulais qu'on soit amis et que je n'étais pas prête à me remettre en couple. So you could just put those in this box. Yeah. Thanks, I really appreciate it. No, it's my pleasure. Malgré tout, il a continué à venir. Il était tenace. Chaque fois qu'il essayait de m'aider et de me faciliter la vie, c'était toujours dans la démesure.
Claire, hi. And have a seat. Thank you. Un jour, je suis allée à la banque pour rembourser le prêt que j'avais contracté avec mon ex-époux. I was hoping to make a payment today. Ah. Let's see. La conseillère m'a dit qu'un jeune homme était venu et qu'il avait remboursé mon emprunt. Your loan has been fully paid for. Je lui ai demandé qui avait payé pour moi. It looks here like it is a Mr. Ed Graff. C'était Ed. Ed. Ed avait remboursé mon prêt, plusieurs milliers de dollars. J'étais très partagée. J'étais contente, flattée, mais je me méfiais de ce qui se cachait derrière tout ça. Ed et moi n'étions pas en couple. Hey, Claire. Ed? Did you like your surprise? You didn't have to do that. I know I didn't have to. Quand je l'ai remercié d'avoir remboursé mon prêt, j'ai dit que c'était trop, que c'était une grosse somme d'argent. Et il a répondu que c'était rien, qu'il voulait simplement m'aider. It's too much. I can't accept Really, it. don't worry about it. I like to help when I can. Thanks. It's my pleasure. Quand j'ai raconté à un membre de ma famille ce qui s'était passé, il m'a répondu qu'il me fallait quelqu'un comme lui, que si Ed me demandait en mariage, je serais bête de refuser. I think the least I can do is repay you with a cup of coffee. Coffee would be wonderful. En passant plus de temps avec lui, je me suis laissé convaincre. J'ai décidé de lui laisser une chance. Je me suis dit que j'apprendrais à l'aimer. Avec le temps, notre relation a évolué non pas vers la passion, mais vers le bon choix. On n'était pas ensemble depuis longtemps quand il a commencé à parler de mariage. I've been giving this a lot of thought. Il m'a offert une magnifique bague de fiançailles, bien plus belle que ce que j'espérais. J'étais vraiment sans voix, car elle était très grosse. Il a aussi payé ma robe de mariée et notre lune de miel. Je savais qu'il avait un bon salaire à la banque, mais pas assez pour payer tout ça. Il m'a assuré que tout allait bien. Il semblait avoir une vie tranquille et toute tracée. Alors j'ai décidé d'accepter et d'aller de l'avant. Il n'y avait pas vraiment de magie ni d'osmose entre nous, mais j'ai pensé que ça viendrait avec le temps. Ed a commencé à changer quand je suis tombée enceinte. Il est devenu plus possessif. Un soir, après mes cours, je me suis arrêtée pour faire quelques courses avant de rentrer. J'ai dû arriver 20 ou 30 minutes plus tard que d'habitude. Ed? What's wrong? Il était devant la porte à tapoter sur sa montre, l'air de dire « Tu es en retard ». Hi, honey. You know what time it is? Il m'a dit que d'habitude, je rentrais une demi-heure plus tôt. Où est-ce que j'étais passée? Il me demandait des comptes. Je lui ai répondu que je n'avais pas à lui demander l'autorisation de sortir. Ce n'était pas mon père. I didn't realize I needed your permission to stay out. Il s'est contenté de rentrer dans la maison. J'avais l'impression d'étouffer. Mais je me suis dit qu'il était simplement un peu trop protecteur parce que je portais son enfant.
Alors j'ai laissé couler. Ed a sa propre idée de la façon dont les choses doivent se passer, et si on le contredit, il y a toujours un prix à payer. C'est une belle photo. On fêtait toujours les anniversaires dans un endroit particulier. Quand j'ai présenté Ed à mes fils, il a été gentil avec eux. J'ai pensé qu'il serait un bon père de substitution pour eux. J'ai demandé à Joby et à Jason ce qu'ils pensaient de lui. Est-ce qu'ils l'aimaient bien? Est-ce qu'ils voudraient de lui comme beau-père? Ils ont dit oui, tous les deux. Ils étaient très impatients. Mais après avoir épousé Ed, je l'ai senti changer. J'avais l'impression qu'il voulait que Joby et Jason n'existent pas, qu'ils disparaissent dans leur chambre. Il n'y en avait plus que pour son bébé et sa nouvelle vie, mais sans mes fils. Avec le recul, je me rends compte qu'il y avait plein de signaux d'alerte différents. Joby et Jason étaient très contents d'avoir un petit frère et voulaient être toujours avec lui. Un jour, Ed n'était pas là et c'était l'heure du biberon. You guys want to help? No. No. You were practically begging me the other day. Ils ont refusé catégoriquement. Leur comportement avait complètement changé. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez toujours le prendre d'habitude. What's wrong? Joby, we don't want to hold him now. Ils baissaient la tête au lieu de me regarder. Je leur ai dit de me regarder dans les yeux et de me dire pourquoi ils avaient changé d'attitude. J'ai demandé si c'était Ed. Did your stepfather say something to you? Ils m'ont répondu que si leur père l'apprenait, ils allaient recevoir une fessée. Honey. Well, Ed's not here, and I say that you can hold the baby. Come here. Why don't you help me feed him? Il est au travail. Je me fiche de ce qu'il vous a dit. Qui veut le prendre en premier? Je n'ai pas relevé car j'ai simplement cru que Ed s'inquiétait pour son bébé. Aujourd'hui, c'est ça qui me hante. Je n'ai pas pris conscience qu'il creusait un fossé entre mes fils et moi. Je cherchais Ed. Il n'était ni dans la chambre, ni ailleurs dans la maison. Je l'ai trouvé dans le garage, dans le noir. J'ai remarqué qu'il avait un hot dog dans la main et je lui ai demandé ce qui se passait. Ed, what are you doing? Il m'a dit que des chats prenaient ses parterres de fleurs pour leur litière. Il allait leur donner un hot dog avec de la strychnine pour les éloigner. Ça leur servirait de leçon. That seems a little extreme, Ed. Je lui ai dit que c'était très cruel. Il m'a répondu de retourner dans la maison, qu'il me rejoindrait dans quelques minutes. Je n'ai jamais revu de chat. Ça m'a donné la nausée. Car s'il pouvait faire une chose pareille à un animal, de quoi d'autre était-il capable? Si quelque chose se mettait en travers de son chemin et que ça ne lui plaisait pas, il s'en débarrassait. C'est ça, la véritable histoire d'Ed Graff. Joby et Jason étaient en train de se baigner. Ils s'amusaient,
Ils avaient l'air libres et heureux. Les garçons avaient toujours adoré l'eau, depuis tout petit. Mais un jour, Ed est allé un peu trop loin. Un week-end, on prenait du bon temps à la piscine quand j'ai remarqué que l'eau remuait beaucoup. J'ai pensé que Jason essayait de revenir là où il avait pied. C'est là que j'ai vu que Ed le tenait sous l'eau et que Jason se débattait pour essayer de remonter. Je lui ai crié « Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le remonter !» Je voyais la tête de Jason et Ed qui le maintenait sous l'eau. Quand Jason a pu enfin reprendre sa respiration, il a inspiré un grand coup et s'est mis à pleurer. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus remonter. Il était traumatisé. J'étais furieuse contre Ed, mais il n'en avait rien à faire. Il a dit que c'était pour s'amuser. Notre mariage était vraiment menacé par son attitude. Never do that again. If you keep this up, I swear. Je peux pas continuer à exposer Joby et Jason à tes mauvais traitements. Il a répondu, si ça marche pas entre nous et qu'on se sépare, tu ne prendras jamais mon fils. Il n'a pas parlé de Joby et Jason, il a simplement parlé de son fils. J'ai pris ça pour une menace à bien des niveaux. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais maintenir la paix, ne pas faire de vagues. Je ne voulais pas que notre mariage échoue si vite, ni faire subir une séparation à mes enfants. Même mon père, quand je lui ai raconté ce qui se passait, m'a dit d'être patiente avec Ed et de voir si ça se calmait. Ed? I did it for you. Les blessures ne guériront jamais. J'ai dû apprendre à vivre avec, à avancer malgré tout, mais j'emporterai cette douleur dans la tombe. Un jour après le travail, je suis rentrée à la maison et Ed était là. Il n'était pas là si tôt normalement. Ed? J'ai tout de suite vu qu'il avait pleuré. What's wrong? J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à un membre de sa famille, à ses parents, que quelqu'un était tombé gravement malade. Je lui ai demandé ce qui se passait. I was fired today. Il m'a dit qu'il s'était fait renvoyer de la banque pour détournement de fonds. I'm sorry. How much? $70,000. $70,000. Oh my God. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. Il m'a répondu 12 ans. En l'écoutant, j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. C'était pour ça qu'il dépensait sans compter. C'était pour ça que j'avais cette bague au doigt, parce qu'il volait de l'argent qui ne lui appartenait pas. Ed m'a supplié de rester, de ne pas le quitter. Il m'a supplié de rester pour qu'on s'en sorte ensemble. Please don't leave me. Please, please. J'ai eu l'impression, à cet instant, qu'il était sincère. It's gonna be okay.
I'll make it up to you, I swear. La banque n'a pas porté plainte. Il devait rencontrer la direction pour négocier un remboursement. Il a dit qu'il allait vider son compte épargne pour rembourser et que sa mère l'aiderait à trouver le reste de la somme. Il m'a assuré que tout irait bien. Après avoir été renvoyé de la banque, Ed a trouvé une place comme expert dans une compagnie d'assurance. Il semblait fasciné par les incendies criminels et la pyromanie. Un soir, lors d'un dîner chez mon frère, ma belle-sœur a commencé à parler de changer leur moquette. It is old and it is ratty, but we can't afford to get a new one. Well, what if he didn't have to pay for it? Ed leur a expliqué comment remplacer leur moquette gratuitement. Si une braise de la cheminée mettait le feu à l'ancienne moquette, ils pouvaient faire jouer l'assurance. Il a dit que l'origine des incendies était difficile à prouver, que c'était dur de savoir s'il s'agissait d'un accident. You can't be serious. You can go to jail for something like that. Claire, relax. Je ne trouvais pas ça honnête. Mentir et faire une fausse déclaration, c'était comme du vol. Il a répondu que je m'inquiétais trop, que j'avais trop de principes. Cheers to the new rug. All right. Il ne m'a pas écouté. Ed est venu me voir avec une brochure. Claire, you got a sec? Yeah. Just wanted to show you something. Il pensait que c'était une bonne idée de prendre une assurance vie pour les garçons. Il m'a expliqué qu'elle avait une double utilité, qu'en plus de l'assurance vie, on pouvait encaisser l'argent et s'en servir pour payer leurs études. Honestly, this is the best thing we could do for them. J'ai trouvé que c'était une excellente idée, car à ce moment-là, on n'avait pas de quoi payer les études supérieures de 3 enfants. It'd be nice to give them something to hold on to. That's exactly what I was thinking. Il allait vider son compte épargne pour rembourser la banque, donc ça nous aiderait beaucoup. What do you say? Go for it. J'ai jamais vu les documents arriver par la poste. Mais je me suis pas méfiée. Ed était agent d'assurance. Je lui faisais confiance pour ce genre d'informations. J'ai pensé qu'il s'était chargé de tout. Tous les étés, avant la rentrée, on achetait aux enfants des vêtements, des chaussures et des fournitures scolaires. Cet été-là, Ed n'était pas comme d'habitude. Il a insisté pour ranger les sacs dans le placard. Et il n'a pas voulu enlever les étiquettes. What are you doing? I just don't feel like dealing with this right now. Ça lui ressemblait pas du tout. C'était très étrange qu'il ne veuille pas tout ranger tout de suite. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, car ce n'était pas dans ses habitudes. Il m'a répondu qu'on s'en occuperait plus tard. Il esquivait pour ne pas me répondre. I'm starving. The kids are downstairs. Let's grab some food. Huh? Je ne comprenais pas ce qu'il faisait, mais c'était bizarre. Le 26 août 86, Claire, Yeah? j'étais dans ma classe quand le directeur est arrivé. Il m'a dit qu'il avait reçu un appel et que je devais rentrer chez moi. something's happened. On lui avait dit de me raccompagner chez moi. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a dit qu'il y avait eu un incendie. On est monté dans sa voiture et il a pris les petites routes. On ne s'est presque pas parlé.
Il était très silencieux. On s'est engagé dans l'allée et j'ai vu que des voitures étaient garées partout dans la rue, des véhicules de secours. Sur le trottoir, des enfants avaient la main sur la bouche et d'autres pleuraient. J'ai su qu'il s'était passé quelque chose de très grave. We are on the scene of a tragic drama which unfolded just a short time ago. Just over this fence, there is a storage shed. Now, most of the details are still sketchy, but there may have been an explosion. Ed attendait dans le garage. J'ai demandé où étaient les garçons. Claire, What's stop. happened? Where's Jason and Joby? Il m'a répondu qu'on avait perdu les garçons. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il voulait dire. J'ai pensé qu'ils avaient eu peur et qu'ils s'étaient enfuis, qu'ils se cachaient quelque part. Well, let's go find them. No, Claire. J'ai demandé où ils étaient et il m'a répondu « Claire, Joby et Jason sont morts. » C'était comme si on m'avait scié les jambes et arraché le cœur par la bouche. Je me souviens de l'avoir poussé. Un pompier m'a empêché de passer. Je l'ai supplié. Je veux les serrer dans mes bras. Je veux embrasser mes bébés avant que vous les preniez. Il le faut. Et il m'a dit très doucement et très gentiment, « Je vous déconseille d'y aller, car vous n'allez pas les reconnaître. » Je lui ai dit que je les avais embrassés ce matin-là et il m'a répondu que c'était le souvenir que je devais garder. C'est Jason. Jason était un petit clown. Il rigolait tout le temps, il était très malicieux. Je pense qu'il tenait ça de mon père. Il adorait la musique, il dansait, il s'amusait. Il avait une étincelle, il était plein de vie, c'était son caractère. Joby était plus sérieux, il avait l'esprit de compétition en athlétisme. Il adorait le sport. C'est une photo de Joby. Des deux, c'était le plus protecteur. Il protégeait son frère. Ils avaient très peu de différence d'âge, mais ils étaient tout le temps ensemble. Ils n'avaient jamais été séparés. C'est ma préférée. C'est une de mes photos préférées, prise quelques mois avant leur mort. C'était au mariage de ma sœur. Ils étaient garçons d'honneur. Sur cette photo, ils sont exactement comme la dernière fois que je les ai vus. Ces photos comptent beaucoup pour moi, car elles me rappellent une période heureuse de ma vie. Les pompiers m'ont dit avoir sauvé quelques affaires, leurs devoirs, des dessins. Ce sont quelques-uns des dessins que les pompiers ont récupérés et m'ont donnés. Certains sont légèrement brûlés sur les bords. J'ai demandé ce qu'ils faisaient là, car je les avais vus sous leur lit quelques jours avant. C'est Ed qui avait dû les mettre dans le hangar, car Joby et Jason n'auraient jamais fait ça. Tout ce qu'il avait pu trouver, il l'avait mis dans le feu. C'est tout ce qui reste. Les experts ont conclu à un incendie accidentel. Les garçons jouaient peut-être avec des allumettes. Mais ça n'avait pas de sens. Pourquoi serait-il allé s'enfermer dans le hangar une belle journée d'été ?
Le lendemain matin, tout avait disparu. Il n'y avait plus de débris. Mais l'arroseur était en marche. J'ai demandé pourquoi il était allumé. Ed m'a dit qu'il voulait faire repousser l'herbe. You don't want to look out there and be reminded of what happened. Qui ferait une chose pareille? Pas un père qui a perdu ses 2 enfants la veille. Ce comportement était très étrange. Il a dit qu'il essayait de se rendre utile. Il valait mieux tout nettoyer pour ne pas voir les restes du hangar par la fenêtre. Ed ne cherchait pas à me consoler. Il ne m'enlaçait pas. Il ne me serrait pas dans ses bras en disant « on va s'en sortir ». C'est là que je me suis souvenu des nouveaux vêtements. What are you doing? I just don't feel like dealing with this right now. Il ne voulait pas que les enfants coupent les étiquettes. Le sac était encore dans le placard. J'ai demandé à Ed de laisser les vêtements là où ils étaient. Je voulais les donner à des enfants dans le besoin. Je ne voulais pas qu'ils les rapportent au magasin. Mais j'ai découvert rapidement qu'en fait, ils les avaient déjà rapportés. C'était presque comme si Ed effaçait Joby et Jason de ma vie, de ma mémoire. Il essayait. Je cherchais un plan pour échapper à Ed. Mais j'ai remarqué qu'il me surveillait et qu'il me suivait à la trace. Je ne savais pas comment faire. Ces quelques jours ont été les pires de ma vie. Ed et moi sommes allés aux pompes funèbres. Le vendeur m'a proposé plusieurs options. I just never thought I'd have to make a decision like this. I know it's difficult. If there's anything we can do to help. Ed a dit qu'on n'avait qu'à les mettre dans le même cercueil. Un seul suffisait. J'ai répondu que c'était hors de question. How could you say something like that? No, I won't do that. C'étaient 2 individus, 2 enfants à part entière. Il leur fallait des cercueils séparés. I might show you some other options. Je voyais bien qu'il ne ressentait pas la profonde détresse d'un parent qui perd son enfant. Il traitait ça comme une transaction commerciale. Il avait déjà fait la demande d'indemnité auprès des assurances. Les garçons n'avaient pas pu faire ça tout seuls. J'avais vraiment des soupçons. J'ai remarqué qu'Ed me surveillait. Il me suivait à la trace. Je voulais parler avec mes amis, mais je n'étais jamais seule avec elles pour leur dire ce que je ressentais, que j'avais l'impression qu'Ed était derrière tout ça. So how are you holding up? It's been a struggle. To be honest, I don't know. Weird. Doing about as expected.
Il faisait en sorte d'être de toutes les conversations pour que je ne puisse jamais être seule avec quelqu'un et avoir une conversation privée. Ed, I'm so sorry for your loss. Yeah. Thank you. I appreciate it. Hey, please grab something to eat. There's plenty of food, all right? Je ne me rappelle pas qu'il m'ait soutenue ce jour-là. Tout ce qui l'intéressait, c'était qu'on reprenne une vie normale. We're gonna get through this together. Il avait un ton léger, presque guilleret. Il m'a pris la main, il l'a serrée dans la sienne, et il m'a dit « J'ai pensé que la mort de Joby et Jason nous rapprocherait. » J'ai lâché sa main et j'ai répondu « Sûrement pas. » John, wait up. Quand mon frère m'a proposé de prendre quelques affaires et de venir chez lui pendant quelques jours, j'ai su que c'était ma chance de m'échapper sans attendre. Je savais que mon bébé ne craignait rien car Ed l'adorait. Je viendrais le chercher plus tard, ce que j'ai fait. J'ai quitté la maison avec l'intention de ne jamais revenir. Plusieurs personnes étaient déjà allées voir la police. C'est comme ça que l'enquête a commencé. Tout doucement d'abord, et puis ça s'est accéléré. L'une des premières étapes était d'examiner les corps et de les envoyer à Dallas pour une autopsie approfondie. Et elle a montré que les garçons avaient été transportés là-bas alors qu'ils dormaient. Ils avaient de la fumée et de la suie dans la gorge, mais pas dans la même quantité que s'ils avaient été éveillés. La plupart des victimes d'incendie, quand elles sont prises au piège d'un bâtiment, se réfugient dans un coin, blotties l'une contre l'autre. Les garçons étaient loin l'un de l'autre, dans une position détendue. Rien ne montrait qu'ils avaient essayé de s'échapper. Je pense que Ed les a assommés avant de les transporter là-bas. Une fois l'incendie déclaré, la fumée toxique les a plongés dans un sommeil éternel. L'enquête a continué. Ed a été libre d'aller et venir comme il le voulait pendant presque 10 mois. Il a finalement été arrêté chez ses parents. Quand je vois cette photo de son arrestation, je ressens une petite satisfaction. Quand les jurés ont rendu leur verdict, Ed a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à perpétuité. Ça ne m'a pas rendu mes garçons, mais le verdict m'a apaisé. C'était un poids en moins sur mes épaules de savoir qu'il passerait sa vie derrière les barreaux. Arson cases once considered solved and closed are getting a fresh look in Texas. Ed Graff has spent 25 years in prison for killing his 2 stepsons. In 1988, prosecutors leaned heavily on photos of the shed's remains analyzed by investigators. But by today's standards of fire science, those investigators may not have been right. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai appris que Ed allait être rejugé. C'était une nouvelle absolument effroyable. Après toutes ces années, 26 ans plus tard, il ressurgissait dans ma vie. Well, I testified in my first trial, and I would testify again, and
All I can tell them is that, I didn't do it. I loved them, and I tried to treat them like my own. C'est un mensonge, comme tout le reste. Il ment depuis le premier jour. Ce regard, je l'ai déjà vu. Il n'y a pas une once de sincérité en lui. C'était un combat entre le bien et le mal, et je n'allais pas le laisser gagner. C'est comme ça que je vivais les choses. C'était une guerre et il fallait retourner au combat. Après toutes ces années à nier et à mentir, Ed a décidé de plaider coupable pour le meurtre à la fois de Joby et de Jason. Sa décision m'a sidérée. Je voulais l'entendre prononcer ces mots, donc nous avons accepté. Il a dû se lever devant le juge, dans la salle d'audience, et reconnaître ses crimes. Voilà un extrait des aveux que j'ai entendus ce jour-là. Je m'appelle Edward E. Graff Jr. et je plaide coupable de meurtre. Je n'aurais jamais espéré entendre ces mots. Je le savais depuis le début. Mais soudain, tout le monde le savait aussi. Le gouverneur avait mis cette loi en place car les prisons étaient pleines. Ed était éligible à la libération obligatoire car il avait reconnu ses crimes. En raison de cette faille juridique, la libération était immédiate. Elle aurait lieu quelques semaines après la fin du procès en 2014. Pendant 26 ans, on était tous tranquilles car il n'était pas en liberté. Il était derrière les barreaux, enfermé, et il ne pouvait plus faire de mal à personne. Aujourd'hui, il est dehors, il vit dans un appartement, conduit une voiture, il jouit de la même liberté que nous. L'important pour moi, c'est qu'il ait reconnu sa culpabilité. Enfin, après toutes ces années. Mais ça me fait du mal de le savoir libre, car ce qu'il a fait est atroce. Je ne serai jamais totalement vengée pour ce qu'il a fait. Même s'il mourait, même s'il était exécuté, ce n'est qu'une seule personne, alors que moi j'en ai perdu 2. Ces enfants l'admiraient et il était responsable de leur sécurité. Je ne me remettrai jamais de la mort de mes enfants. J'emporterai cette douleur jusque dans ma tombe. On apprend à vivre avec. Il faut continuer. On continue d'avancer et on apprend à vivre avec. Sinon, c'est en perdre la raison. Et j'ai refusé de sombrer dans le désespoir. Le dernier jour d'école a parfois une odeur particulière, un mélange de chaleur qui s'installe. De couloirs plus bruyants que d'habitude, de rires un peu trop forts parce qu'on se sent déjà ailleurs. Ce matin-là, le soleil de Phoenix semblait avoir décidé de s'accrocher à la ville comme une main posée sur une nuque. Ferme, insistante. Impossible à oublier que était les astérisque 17 mai 2001 astérisque. Et astérisque Alice Attorney astérisque avait 10 septembre, Wikipédia 1. Dans son sac, il y avait des choses ordinaires. Des feuilles pliées, peut-être un stylo. Peut-être du maquillage, peut-être rien d'important. Dans sa tête, en revanche, il y avait si bruit constant que personne ne voit jamais de l'extérieur. La fatigue d'être surveillé. La fatigue d'expliquer. La fatigue d'être une adolescente dans une maison où l'on ne respire pas comme en voûte. Ce n'était pas une fatigue spectaculaire, plutôt une pression diffuse, quotidienne, qui finit par rendre les gestes simples plus lourds.
Chez elle, l'atmosphère n'était pas celle qu'on associait à une maison pleine d'enfants. Les murs avaient entendu trop d'ordres, trop de reproches, trop de silences lourds. La mère d'Alissa était morte quand elle était enfant. Et la maison avait continué sans elle, comme un corps qui marchait sans comprendre qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Wikipedia 1, son père adoptif. ***, Michael Turney, ***, était le genre d'homme qui remplit l'espace. Pas forcément par des crises même si qu'à pouvait arriver mais par une présence qui aspirait l'air. Il y avait ses règles. SES humors, SES certitudes. Il y avait cette sensation chez ceux qui passaient la porte. Que tout devait être justifié. Explique. Cadre est dans cet univers. Alissa grandissait avec une contradiction permanente. Elle était encore une enfant aux yeux de la maison, mais déjà une jeune femme aux yeux du monde extérieur. Sa demi-sœur, Sarah, était plus jeune. Elle vivait la maison différemment, avec la naïveté de ceux qui ne comprennent pas encore que certaines choses ne sont pas normales. Si jour-là, Sarah ne savait pas que sa vie allait se scinder en deux. Avant et après, elle ne savait pas qu'une absence peut devenir un décor permanent. Un bruit de fond qui ne s'éteint jamais. La matinée commence comme tant d'autres. Un trajet, une routine. Une journée qui devait se terminer sur la sensation légère de l'été qui arrive, d'après la version de Michael. Il déposa Alissa au lycée, puis la récupéra plus tard dans la mi-journée. Wikipedia 1, c'est là que les détails deviennent dangereux. Parce qu'ils sont à la fois banals et décisifs, Michael racontera qu'il se serait en dispute. Que Alissa aurait quitté la voiture, furieuse, et serait partie, une scène presque classique. Un adulte qui se sent défi, un adolescent qui se débat pour exister. Wikipédia, mais dans une affaire comme celle-ci, la banalité est une illusion. Chaque dispute devient un possible point de rupture. Chaque minute devient une porte qui se ferme. Si qui est certain, c'est que ce jour-là, Alissa ne reviendra pas comme prévu, et quand une adolescente disparaît. Le monde commence par se protéger avec des explications simples. Elle fugue. Elle a voulu prendre l'air. Elle reviendra. Elle se calmera. Ce sont des phrases qui permettent de tenir quelques heures sans paniquer. Elles offrent à l'entourage une forme de répit et parfois, si répit est fatal, dans l'après-midi. L'inquiétude s'installe progressivement, comme une ombre qui s'allonge sans qu'on puisse l'arrêter. Les appels restants sans réponse, les minutes devenaient lourdes. La maison, d'ordinaire contrôlée, commence à vibrer d'un désordre inhabituel. On cherchait, on s'énerve, on ouvre des portes, on referme des tiroirs sans savoir ce qu'on espérait y trouver, puis il y eut la chambre. C'est souvent là, dans ces espaces minuscules, qu'on trouve les choses les plus terribles. Pas parce qu'elles sont violentes, mais parce qu'elles sont intimes. Un lit de fête, un vêtement pose trop vite, une brosse à cheveux. Des posters, des traces de personnalité. La chambre d'un adolescent est un territoire, le voir soudain comme une scène potentielle. C'est déjà une forme de traumatisme. Michael dira qu'un mot avait été laissé. Une note où Alice expliquerait qu'elle partait, qu'elle fuguait, qu'elle allait en Californie. Wikipedia 1, une note. C'est une chose curieuse. C'est une petite passerelle entre celui qui part et ceux qui restent. Mais c'est aussi une arme à double tranchant. Elle peut éclairer. Ou au contraire brouiller. Elle peut être authentique. Ou construite. Elle peut être un cri de liberté. Ou un rideau tiré devant une vérité plus sombre. Et dans cette histoire, cette note allait devenir l'une des pivots les plus empoisonnantes, parce qu'une note permet au monde de respirer. Elle rend la disparition compréhensible. Elle la rend logique.
Elle offrait un récit prêt-à-porter. Elle orientait les regards. Elle réduit la panique. Mais si récit est faux, alors il ne fait pas que tromper. Il détourne. Ce jour-là, une disparition se mit à prendre la forme la plus insupportable. Celle d'un vide sans explication. Les proches chercheront à reconstituer les dernières choses. Où avait-elle été vue? Avec qui? À quel moment? Les souvenirs se contredisent toujours. Parce que le cerveau s'accroche à ce qu'il peut, parce que chacun veut être utile. Parce que chacun veut croire qu'il tient un fil et danse et brouhaha. Il y avait un silence place Lord. Celui d'Alice elle-même. Son absence n'était pas seulement physique. Elle était comme une coupure nette. Comme si quelqu'un avait été en une présence d'un guest. La police fut contactée. Un rapport de disparition fut fait le jour même, mais au départ, l'affaire ne fut pas traitée comme une urgence criminelle. L'hypothèse de la fugue domina. Wikipédia, c'est l'un des aspects les plus claquants des disparitions d'adolescents. Le monde. Parfois, accepte trop vite l'idée qu'elles ont choisi de partir. Comme si l'âge autorise l'effacement, comme si d'acceptance signifiait déjà. Elle s'en sortira. C'était première décision, celle de ne pas suspecter. Immédiatement, un danger majeur, à une conséquence invisible. Elle ralentit tout. Elle laisse les tombes à la poussière de se déposer sur les traces. Elle laisse les heures cruciales se dissoudre. Elle transforme l'urgence en attente. Pendant ces temps, la maison continuait de respirer. Mais d'une manière différente. Chaque objet semblait chargé d'une tension nouvelle. Le téléphone posé sur une table devenait une menace. Il ne sonnait pas. Les fenêtres devenaient des écrans. On regarde dehors comme si le monde devait rendre ce qu'il a pris. Les portes claquaient, les pas dans le couloir. Tout prenait une intensité disproportionnée. Sarah. Elle observait. Elle n'avait pas les mots. Elle n'avait pas la structure mentale pour comprendre que certains adultes mentent. Que certaines histoires se fabriquent. Elle voyait seulement une grande sœur qui n'était pas là. Et des adultes qui parlaient d'elle comme d'une personne déjà lointaine. Alice avait un travail. Un petit quotidien de jeunes filles qui commence à s'émanciper. Elle travaillait dans un fast-food. Elle avait une vie en dehors des murs de la maison. Wikipédia one sees details la comprennent. Parce qu'ils sont incompatibles avec l'idée d'une disparition totale et volontaire. Une fugue complète. Une disparition sans contact, sans trace durable, qui ne ressemble pas à une simple crise d'adolescence, qui ressemble à autre chose. Mais pour le comprendre, il faut accepter d'ouvrir des questions inconfortables. Et les questions inconfortables ont une particularité. Elles cherchent toujours un point d'appui. Elles cherchent un responsable, un contexte. Une logique dans cette histoire. Le contexte était déjà là, posé comme un décor. Une foyer tendue, un père adoptif omniprésent. Une adolescente à l'âge exact où le contrôle et la liberté se battent le plus violemment. La soirée du 17 mai s'étira. Et avec elle, une sensation pire que la peur. L'impuissance, quand un enfant disparaît. La famille fait naturellement ce que font tous les humains. Elle cherche du sens dans le chaos. Elle se raconte des scénarios. Elle imagine que la porte va s'ouvrir. Elle s'accroche à l'idée qu'il y a un endroit où Alice attend. Qu'elle va téléphoner. Qu'elle va rentrer. Qu'elle va rire. Qu'elle va dire c'était rien, mais à mesure que l'heure avançait. Si les scénarios deviennent moins incrédibles et quand les scénarios murent. Il ne reste que la réalité brute, une chambre vide. Une chaise qui ne grince pas, une place à table qui reste intacte. C'est à ce moment-là que les histoires commencent à se déformer, parce que lorsque la peur devient trop grande, certains cherchent à la contrôler par le récit. Le récit, c'est la chose la plus puissante au monde. Il peut protéger.
Avec racer, il peut sauver. Ou masquer une disparition. Si on ne la comprend pas, peut détruire une famille entière de l'intérieur. Alors on choisit parfois l'explication la moins insupportable, la fugue. La Californie, la crise est pourtant même dans cette version. Quelque chose résistait, pourquoi partir le dernier jour d'école? Comme cas, sans quoi aucun ami ne le sache. Pourquoi disparaître sans trace durable? Pourquoi ne pas contacter au moins quelqu'un, un ami? Un petit ami, une ancienne camarade si l'idée était simplement de partir. Cette absence de contact allait devenir, avec le temps, l'un des éléments les plus déchirants de l'affaire, parce qu'elle suggérait non pas son départ, mais une rupture totale, oxygène tout. Dans les heures qui suiviront, les proches commenceront à scruter les détails. Les détails sont cruels. Ils donnent l'impression qu'on avance. Mais ils ne font parfois que nourrir l'obsession. On se demande si quoi Lisa portait. On se demande si elle avait pris de l'argent. On se demande si elle avait un sac. On se demande si elle avait l'air inquiète ces derniers jours. Si elle avait dit quelque chose. Si elle avait laissé un indice, on se demande tout ce qu'on n'a pas demandé avant. Le plus terrible, dans ces instants, c'est que la maison devient un tribunal, pas un tribunal officiel. Non un tribunal familial. In time, chaque parole prononcée prend un poids de disproportion. Chaque version est comparée, chaque hésitation devient suspecte. On ne le vaut pas, on ne le choisit pas. Arrive. Parce que la disparition est une violence qui oblige à chercher un sens. Et le sang, souvent, s'accroche à une personne, cette nuit-là. Phoenix ne semblait pas différente. La ville continuait d'exister. Lumineuse et bruyante, des voitures passaient. Des gens sortaient, des familles regardaient la télévision. La normalité était partout, et c'était précisément ce qui rendait la situation insoutenable. Comment le monde peut-il continuer quand une personne cesse d'être là, dans cette normalité? La maison tournée devint un petit îlot de chaos, et dans ce chaos, le nom d'Alissa commença à s'éloigner du réel pour entrer dans une autre catégorie, celle des disparus. Une catégorie qui a sa propre grammaire, ses propres habitudes, affiches, appels, numéros, hypotheses, statistiques, un langage qui déshumanise parfois, simplement parce qu'il doit traiter l'horreur, mais au départ. Personne ne voulait l'avoir ainsi, personne ne voulait cette étiquette. On voulait croire qu'elle était en vie quelque part, avec un plan, avec un choix. On voulait croire que le monde est logique, c'est là que le récit devient véritablement dangereux. Au moment où l'on comprend que le monde, parfois, ne rend pas si qu'il prend. Le 17 mai se termina sans Alissa. Et quand une journée se termine ainsi, elle ne se termine pas vraiment. Elle se répète, elle se réjouit. Elle se recrée dans les pensées, dans les disputes, dans les regrets. Elle devient une boucle. Le téléphone devient un instrument de torture. Chaque appel inconnu fait monter le cœur dans la gorge. Chaque bruit de voiture devant la maison fait croire à un retour, puis rien. Et au milieu de ces rien, une phrase. Froide et ordinaire, commence à s'installer. Elle a fugue, cette phrase allait devenir une cage. Une cage pour la famille, une cage pour l'enquête. Une cage pour la vérité. Parce qu'une fois qu'une disparition est classée comme une fugue, elle peut immédiatement en gravité dans l'esprit collectif. Elle devient presque explicable. Presque logique. Et ce qui est explicable n'est pas urgent. Mais l'absence d'Alissa ne ressemblait pas à une simple fugue. Elle ressemblait à un effacement. Et cet effacement, dès ces premiers jours, peut-être déjà en lui une promesse sombre, celle d'une histoire qui ne se laisserait pas terminer proprement.
Wikipédia 1. La nuit avant Kate et la maison. Au lieu de s'endormir, semblait retenir son souffle, comme ici. Quelque part, un détail manquait encore. Comme si un fil invisible attendait d'être tiré, comme ici. Derrière la note et les explications faciles, une autre réalité commençait déjà à se former plus lente. Plus lourde, plus terrifiante. Parce qu'il y a une vérité que l'on apprend trop tard dans les disparitions. Le premier récit n'est pas toujours le vrai. Et quand on accepte trop vite le premier récit, on se réveille un jour en comprenant qu'on a cherché au mauvais endroit. Alice n'était plus là et le silence. Louis venait seulement de commencer. Le lendemain matin, la lumière entra dans la maison comme si rien n'avait changé. C'était cela, la première insulte du réel. Le soleil se levait avec la même assurance. Les oiseaux faisaient le même bruit. La ville reprenait son rythme, et pourtant, au centre de la maison, il manquait une présence. Pas un objet, pas une habitude. Une personne. On appelle qu'à une disparition quand on ne sait pas quoi dire d'autre. Mais au tout début, Simon n'a pas de forme. Il n'a pas encore de poids. Il est trop grand pour les premières heures. Trop abstrait dans les premières heures. On vit plutôt avec des gestes, on ouvre des portes. On vérifie des pieces, on refait les mêmes trajets. On demande, on répète. On s'accroche à l'idée qu'on a simplement fait quelque chose, qu'il y a un malentendu. Que le monde est encore cohérent. Ce matin-là, Michael, le père adoptif, avait déjà une version. Elle était prête. Comme une veste qu'on enfile avant de sortir, une dispute. Une adolescente en colère, un départ impulsif. Une note, la Californie. Il prononçait ces éléments comme des points fixes, comme si les dire suffisaient à empêcher le reste de s'effondrer. C'était une histoire nette, presque trop nette. Un récit qui, en apparence, tenait debout, mais un récit n'est pas une preuve. Un récit, c'est aussi un utile. Et dans une maison où l'air semble parfois appartenir à celui qui parle le plus fort, le récit devient une forme de contrôle. Sarah, elle, ne savait pas encore que le contrôle peut survivre à l'absence. Elle croyait que quand quelqu'un disparaît, tout s'arrête, que les adultes deviennent soudain transparents, vulnerables, honnêtes. Elle s'attendait à des larmes, à des appels frénétiques, à des portes claquées, à des cris. Il y en eut, oui. Mais pas comme elle l'imaginait, si ne fut pas un chaos spontané. Si fut un chaos organisé, dirigé. Canalisé! Un chaos où l'on décidait ce qu'il fallait dire. À qui et quand? La police possède les mêmes questions que dans toutes les disparitions. La dernière fois qu'on l'a vue, s'atténuait. Les amis, les habitudes, les lieux qu'elle fréquentait. À l'autre bout, on entendait parfois le bruit d'un stylo sur du papier, le frottement d'une procédure qui se met en place. Mais la procédure est assez lenteuse. Et dans ces lenteurs, une adolescente peut devenir un point flow. Elle la fugue, répétait-on. Comme une incantation est une fugue? Dans l'imaginaire collectif, qu'à vous dire? Elle reviendra, qu'à vous dire? Si n'est pas forcément dangereux, qu'à vous dire? Laissez-lui le temps de se calmer, qu'à vous dire? Attendez, attendrez. Pourtant, c'est ce que l'on fait quand on a le luxe du temps. Quand on n'a pas si luxe, attendre devient une faute. Et ce matin-là, personne ne le savait encore. Mais chaque heure qui passait épaississait le silence dans la maison. Les objets devenaient suspects. La brosse à cheveux d'Alissa, son parfum, ses vêtements,
On les regardait comme si l'un d'eux allait soudain se mettre à parler. On feuillait ces tiroirs, puis on les refermait avec une douceur étrange, comme essayant Craignet de casser quelque chose d'invisible. Sarah observait tout, immobile. Elle n'était pas assez grande pour diriger, pas assez petite pour être épargnée. Elle était coincée entre les adultes et l'absent, condamnée à entendre des phrases qui se contradisaient. La note, surtout. Planète surtout comme un ombre, Michael la mentionnait pour expliquer. La note devenait le point final avant même que la phrase ne soit terminée. Elle a laissé une note. Comme si cela devait suffire. Comme si une feuille de papier pouvait remplacer la présence d'une file. Mais place on prononce un mot, place on peut s'y cacher. Et plus la note prenait de place, plus la question essentielle se glissait dans les interstices. Si Alyssa était partie par choix, pourquoi si vite total? Pourquoi c'était absent sans contact, sans trace? Sans retour vers quelqu'un qu'elle aimait, même un peu. On peut claquer une porte, on peut fuir une maison. Mais disparaître du monde entier, c'est autre chose. Cela exige soit une détermination hors norme, soit une contrainte. Dans les jours qui suivirent, le quartier devint un théâtre discret. Des voisins disant ne rien avoir vu, d'autres prétendant avoir entendu une voiture. Un bruit de portière, un moteur qui s'éloigna. Si sont toujours des souvenirs qui apparaissent après coup, quand la mémoire se met à inventer ce qu'elle n'a pas enregistré. On cherchait à être utile, on cherche à trouver un moment précis. Une scène simple, quelque chose qui puisse se raconter. Parce que ce qui ne se raconte pas fait peur, Michael, lui, restait au centre de sa version. Il parlait avec assurance, il expliquait. Il détaillait, il insistait sur l'idée de la dispute. Sur le fait qu'Alice était partie en colère, il décrivait une adolescente difficile. Une adolescente qui voulait sa liberté, qui ne supportait plus les règles. Il peignait un portrait qui, petit à petit, plaquait la disparition dans une logique comportementale. Elle a fait un choix. Elle a voulu partir, mais chaque fois qu'on transforme une disparition en choix, on déplace aussi la responsabilité, si n'est plus que lui est-il arrive. C'est pourquoi a-t-elle fait cas? Et cette question-là, subtilement, culpabilise la disparue. Elle la rend presque fautive. Elle la rend l'enquête moins urgente. Parce qu'elle devient une affaire privée, un conflit familial, une crise d'adolescence. Sarah entendait ces phrases et quelque chose. En elle, gratitude. Pas une certitude, pas encore. Une Jean, une sensation qu'on parle d'Alice comme d'une personne qu'on connaît mal. Comme si l'on fabriquait une Alice commode, une Alice explicable. Et pourtant, Sarah se souvenait d'une grande sœur qui avait des humeurs. Oui, mais aussi des gestes doux. Des rires, des rêves de sortie. Des projets simples, une grande sœur qui voulait vivre. Passé dissoudre, les amis d'Alice furent contactés. Certains diront qu'elle n'avait parlé à personne d'un départ, d'autres raconteront qu'elle semblait fatiguée ces derniers temps. Tendue, impatiente de quitter la maison. Les deux pouvaient être vrais à la fois, mais une chose se dessinait. Personne n'attendait une disparition totale. Personne ne disait. Ah oui, elle allait partir pour de bon demain. On n'a pas si genre de conversation sans laisser un écho. Les jours glisseront. Les affiches apparurent, le visage d'Alyssa. Souriant, imprime sur du papier. Accroché sur des poteaux, des vitrines, des panneaux, un visage qui, dans la lumière du jour, semblait appartenir à une autre vie. Le papier tremblait dans le vent, comme si la ville elle-même avait du mal à porter cette histoire. Et dans ce mouvement, l'un de la disparition qui devient officielle, un autre phénomène se produit ici.
le jeu des chiens, les procès. Au début, répondant à chaque appel, ils courant à chaque piste, ils croyant à chaque rumeur. Puis, petit à petit, ils comprennent que certaines pistes ne sont que des mirages, que certaines rumeurs naissent du besoin que le monde de se sentir implique. Et cette compréhension la fatigue, elle attaque le corps. Elle dévore le sommeil dans la maison. L'atmosphère s'intensifiait. L'absence d'Alissa ne créait pas seulement un vide, elle modifiait la géométrie des relations. Chaque conversation devenait potentiellement accusatrice. Chaque silence devenait potentiellement coupable. Et quand la peur s'installe dans une famille, elle ne reste jamais pure. Elle se mélange à la colère, au ressentiment, au besoin de garder le contrôle. Michael semblait vouloir garder ce contrôle. Il répondait, mais à sa manière. Il donnait des informations, mais encadrant le récit. Il montrait qu'il coopérait, tout en occupant l'espace avec son interprétation. C'était un équilibre étrange, assez d'ouverture pour ne pas paraître ferme, assez de direction pour éviter que le récit ne lui échappe. C'est dans cette zone-là que naissent les doutes. Pas dans un détail spectaculaire, dans une accumulation de micro-gestes. Une manière d'insister, une façon de conclure trop vite. Une phrase qui revient, comme un refrain. Elle la fugue. Sarah? Un soir, se souvient d'un détail. Un détail idiot. Presque rien. La façon dont Alyssa, parfois, s'arrêtait dans le couloir, comme si elle voulait dire quelque chose. Puis se taisait. La façon dont elle regardait une fenêtre plus longtemps que nécessaire. La façon dont elle se redisait quand l'espace approchait des gestes qui, sur le moment, n'étaient que des humeurs adolescentes. Mais dans le contexte d'une disparition, les humeurs deviennent des indices. Et les indices, quand ils ne trouvent pas de réponse, deviennent des blessures. La maison avait aussi sa propre logique interne. Et Sarah commençait à la sentir, ce qui pouvait être dit, ce qui ne devait pas être dit, et qui on pouvait parler. À qui on ne devait pas parler, on apprend ce genre de règles sans qu'on vous les enseigne. On les apprend à la tension dans l'air, au changement de ton, au regard qui vous arrête, et quand une disparition survient dans une maison comique. Les règles ne disparaissent pas, elles se renforcent. À l'extérieur, la police continue de fonctionner comme elle fonctionne. Des appels, des vérifications, des dossiers, mais l'énergie initiale retombait. Pas par mécanicité, par logique institutionnelle. Il y a trop de cas, trop de demandes, trop d'urgences, les disparitions d'adolescents. Surtout, se font avaler par la notion de fugue. Si mot a un pouvoir destructeur, elle rend l'urgence discutable. Mais dans l'intimité, l'urgence, elle ne diminuait pas. Elle se transformait. Elle quittait l'agitation des premiers jours pour devenir une obsession. On accorde place partout, on pense. On rumine, on reconstruit. On cherche des files dans la version officielle du foyer. Et c'est là que l'histoire commence à changer de texture. Parce que, petit à petit, des gens commenceront à parler autrement, pas fort, pas publiquement, à voix basse. Des amis, des connaissances, des personnes qui avaient vu des choses, entendu des phrases, perçu des tensions, ils ne disaient pas forcément. Il lui a fait du mal, ils disaient plutôt. Si n'était pas normal, et cette phrase, quand elle s'accumule, devient dangereuse. Elle ouvre une porte que certains préfèrent garder fermée. Sarah entendit ces murmures indirectement. Un adulte qui baisse la voix quand elle entre dans la pièce. Un téléphone qu'on raccroche trop vite. Un échange dans la cuisine, tard le soir.
Et plus elle sentait qu'on lui cachait des choses, plus elle s'y mettait à observer. L'observation devient une arme quand on n'a pas de pouvoir. Elle a appris à lire les gestes de Michael, à écouter les silences entre ses mots, à repérer les moments où son récit se durcit. Il y avait des contradictions minuscules, des détails qui changeaient légèrement selon l'interlocuteur. Rien d'assez énorme pour être une preuve, mais assez pour faire naître une question. Pourquoi un récit sincère a-t-il besoin d'être ajuste? Pourquoi une vérité simple demande-t-elle autant de répétitions? Dans les semaines qui suivirent, l'absence d'Alice a pris une nouvelle forme. Elle devint une présence dans les conflits, dans une famille. Une absence peut devenir un enjeu, un symbole, une armée, sans le vouloir. Sarah sentit que sa grande sœur était maintenant utilisée comme une histoire qu'on racontait, qu'on modèle. Comme si Alice, même disparue, pouvait encore être contrôlée, cette idée la lui donne la nausée. Parce qu'elle aimait Alice, et parce que l'amour, face à l'injustice, se transforme souvent en rage. Un jour, Sarah se surprit à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle imagine Alice non pas en train de partir, mais en train de ne pas pouvoir revenir. Elle imagine une porte fermée de l'extérieur, une voix étouffée, une peur qui monte, et cette image. Même si elle n'était qu'une pensée, s'accrochera elle comme une chaleur. À partir de là, tout changea. Chaque fois qu'on dit cette fugue, Sarah entendait effacement. Chaque fois qu'on disait elle reviendra, elle entendait en vue que tu arrêtes de poser des questions. Et si qui était au départ une inquiétude devint une posture intérieure, le refus d'accepter l'explication la plus commode. Si refus ne fit pas d'elle une héroïne immédiatement, il fit d'elle une enfant isolée dans sa propre maison. Une enfant qui commence à comprendre que certaines vérités, quand elles sont trop lourdes, sont repoussées hors du langage, parce qu'une foyer peut continuer à fonctionner même avec un mensonge au centre. Tant que tout le monde joue son rôle, les jours se succéderont. Et la ville finit par s'habituer à l'affiche d'Alice. Les gens s'habituent à tout. Même à l'horreur, quand elle ne les touche pas directement. L'affiche devient un décor. Le sourire imprime ses décolorés sous le soleil. Et l'histoire, pour le monde extérieur, se transforme lentement en disparition non résolue, une catégorie froide, presque statistique. Mais pour Sarah, l'histoire ne se refroidissait pas, elle chauffait. Chaque fois qu'elle repensait à cette journée de mai, quelque chose lui semblait faux. Comme si la disparition avait été annoncée avant même d'avoir lieu, comme si la maison. Au lieu de crier, c'était reformé? Comme si le récit avait été préparé pour étouffer les questions. Elle ne pouvait pas prouver quoi que ce soit. Pas encore, mais elle pouvait sentir. Et parfois, sentir suffit à vous empêcher de dormir. Dans les nuits de Phoenix, quand tout est immobile et que la chaleur ne lâche pas prise. L'esprit se met à tourner. Sarah se demandait où Alice était. Si elle avait peur, si elle avait faim, si elle appelait dans sa tête, et si as questions. Sans réponses, se transformait en une seule. Beaucoup plus dangereuse, et si Alice n'avait jamais eu le choix. Cette question. Personne ne voulait l'entendre à voix haute. Parce qu'une fois qu'on la prononce, on ne peut plus revenir à la version simple. Une fois qu'on la prononce, il faut regarder certaines personnes autrement. Il faut admettre que le danger peut venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le cas, c'est une pensée qui détruit les maisons. Alors, le monde continuait à dire fugue. Les procédures continuaient à suivre leur cours, les jours continuaient à s'empiler. Mais sous cette surface, une autre histoire commençait à prendre forme. Celle d'une adolescente disparue et d'une soeur qui, lentement,
commençait à comprendre que la vérité ne se trouverait pas dans les explications faciles, parce qu'une fugue, même une fugue douloureuse, laissait des traces. Une disparition totale. Elle ressemble à autre chose, et plus le temps passait, plus cette autre chose se rapprochait, silencieuse. Comme une ombre qui ne se contentait plus d'être un décor. Elle commençait à devenir une présence, une menace, une vérité possible. Et quand une vérité possible s'installe dans une maison, la maison ne dort plus. Elle écoute, elle se méfie. Elle retient son souffle, comme si, quelque part, la disparition d'Alissa n'était pas seulement une absence. C'était un secret. Les semaines passeront. Puis les mois, et la disparition d'Alissa changeait de texture. Au début, c'était une urgence brûlante. Une plaie ouverte qui saignait à chaque minute, puis l'urgence devint un bruit de fond. Pas parce que la douleur diminuait, mais parce que le monde auteur s'y fatigue vite. Les gens s'habituent à l'inacceptable quand ils s'installent sans leur demander la permission. Ils posent moins de questions. Ils prononcent le prénom moins souvent. Ils regardent ailleurs pour se protéger. Dans la maison, en revanche, l'absence ne se calmait pas, elle se passait. Elle entrait dans les murs, dans les couloirs, dans les objets laissés là comme des preuves involontaires. Une chaise vide n'était plus une chaise. C'était un rappel, un reproche silencieux. Une présence négative qui avalait l'air. Sarah. Elle grandissait avec si vide. Au début, elle avait cherché Alissa comme on cherche quelqu'un dans un supermarché. En croyant qu'il suffit de tourner au bon rayon, d'ouvrir la bonne porte, de la voir apparaître avec une explication simple, mais très vite. Elle comprit que personne ne cherchait comme que pas vraiment. Les adultes cherchaient dans les limites de ce qu'ils étaient prêts à admettre. La police aussi, parfois, cherchait dans des cadres. Et un cadre, quand il est mal choisi, ne fait pas que contenir l'enquête, il la tord. Le cadre dans cette histoire avait un nom, Fugue. Le mot restait là, plante comme un panneau indicateur au bord de la route. Et tout ce qui venait ensuite devait se conformer. Une fugue suppose une intention. Un plano au moins un mouvement. Une fugue laisse des traces. Des appels à une amie, un message. Un passage repéré, une rumeur credible. Une fugue, même chaotique. Finit presque toujours par se bruiter. Les adolescents disparaissent rarement sans laisser un seul souffle derrière eux. Or, Alissa avait disparu comme si quelqu'un avait effacé son contour. Sarah le sentait dans les détails, et les détails. Pour une enfant, deviennent des preuves intimes. Le tiroir qu'Alissa aurait forcément ouvert si elle était partie volontairement, les objets qu'elle aurait pris sans hésiter. Les habitudes qu'elle n'aurait pas brisées sans raison, et surtout, si silence total, pas une voix, pas un signe, pas une maladresse. Rien, si rien avait une violence particulière, elle obligeait à imaginer des scénarios que personne ne voulait prononcer. Dans la maison, Michael continuait à parler. Il parlait souvent. Trop souvent, il martelait les mêmes éléments comme un refrain. La dispute, la note, la Californie. Il le disait avec une certitude qui aurait dû rassurer. Mais Sarah ne se sentait pas rassurée. Elle se sentait enfermée. Parce qu'un récit répété à 6 points finit par ressembler à une porte qu'on maintient fermée. Et puis, il y avait autre chose. Plus difficile à saisir. La manière dont Michael réagissait quand on posait certaines questions. Certaines questions glissaient sur lui comme sur une vitre. D'autres semblaient heurter quelque chose à l'intérieur. Et là, le ton changeait. La voix se durcissait. Les mots devenaient plus rapides,
plus tranchants. On n'obtenait pas une réponse, mais une réprimande, comme si la question elle-même était une faute. Sarah apprit à reconnaître ces zones interdites. Elle les sentait dans son ventre avant même d'en comprendre la logique. Et plus une zone était interdite, plus elle devenait intéressante. C'est ainsi qu'on fabrique, malgré soi, un esprit d'enquête, en grandissant dans un endroit où certaines vérités sont cadenassées. Le temps, au lieu d'apaiser, commence à produire une autre forme de violence, la normalisation. La maison reprit un rythme. On mangeait à table, on regardait la télévision, on parlait d'école, de courses, de factures. Et chaque fois que le quotidien se glissait sous l'absence comme si elle n'existait pas, Sarah ressentait une rage muette. Comment peut-on vivre normalement quand Lisa n'est pas là? Comment peut-on rire? Discuter, corriger un devoir. Comme si une personne avait juste cessé d'être et que cela ne brisait rien. Elle comprit alors une chose essentielle. Certains adultes sont capables de continuer parce qu'ils ont besoin de continuer. Pas par courage, par nécessité. Et parfois, cette nécessité ressemble dangereusement à une indifférence au fil des années. Sarah se mit à chercher autrement. Au début, c'était un instinct, une résistance confuse. Puisqu'elle a devint un projet intérieur, presque une promesse. Elle n'avait pas les mots, pas l'âge, pas les outils, mais elle avait une mémoire. Elle avait des souvenirs précis, des signes, des tensions, des interdits. Et surtout, elle avait une intuition qui refusait de mourir. Cette intuition s'alimente d'autres choses, des phrases entendues par hasard. Trop tard le soir, des conversations interrompues quand elle entrait dans une pièce. Des silences brutaux, des dossiers rangés trop vite. Des accès à certaines pièces de la maison qui semblaient toujours réserves. On peut vivre dans une maison et ne pas en posséder les clés. Sarah vivait dans un endroit où l'on apprenait à ne pas ouvrir certaines portes. Elle commença à observer les objets. Non plus comme une enfant, mais comme quelqu'un qui cherche des contradictions. Elle remarqua les fixations de Michael, la surveillance, la sécurité, le contrôle. Il a aimé l'idée de savoir, de voir, d'anticiper. Et quand on aime trop savoir, si n'est pas seulement une prudence, cela ressemblait à un besoin de domination. Plus tard, Sarah se souviendrait de cette sensation. Dans cette maison, on ne grandissait pas en se demandant qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qui est permis. La disparition d'Alissa, dans ce contexte, prit une signification nouvelle. Elle n'était plus seulement une tragédie. Elle devenait une rupture dans un système, un événement qui pouvait potentiellement exposer ce que le système cachait. Et c'est là que les murs se rapprochent. Plus Sarah grandissait, plus elle se rendait compte que le monde extérieur ne comprenait pas ce qu'elle ressentait pour les autres. C'était une histoire triste, un mystère, un dossier ancien pour elle, qui était une vie quotidienne, une maison, un home, une manière de vivre sous une autorité qui semblait se nourrir du silence. Elle essaya d'en parler prudemment. À des amis, parfois, à des adultes de confiance, mais dès qu'elle prononçait certaines choses. Elle voyait les visages se fermer. Les gens ont peur des histoires familiales quand elles deviennent sombres. Ils voulaient aider, mais ils voulaient aussi rester loin du feu. Et le feu, ici, était proche. C'était la possibilité que la menace ne vienne pas de la rue. Mais du salon, Sarah comprit aussi que la vérité, dans ce genre d'affaires, n'arrive pas comme une révélation spectaculaire. Elle arrive comme une accumulation de petites dissonances. Et un jour,
Ces dissonances deviennent trop nombreuses pour être ignorées. Si Joe arrive quand Sarah commence à reconstituer le portrait d'Alyssa au-delà du récit impose. Alyssa n'était pas seulement une adolescente en colère. Elle avait 16 plans. Et 6 envies, 16 doubts. Elle voulait une vie qui lui appartenait. Elle parlait d'avenir. Elle avait des repères, et surtout, elle avait des liens, elle avait des amis. On travaille une existence socialement visible. On ne disparaît pas de cette visibilité comme on disparaît d'une chambre. Place Sarah reconstruit cette Alyssa réelle. Place l'Alyssa décrète parmi que lui paraissait artificielle, utile, presque fabriquée pour justifier l'injustifiable. Et alors une pensée se forma. Dangerous, irreversible. Si le récit de la fugue était pratique, c'est peut-être parce qu'il servait quelqu'un. Cette pensée change tout, parce qu'à partir du moment où vous suspectez que le récit sert, vous commencez à chercher à qui il sert, et quand vous cherchez à qui il sert, vous commencez à regarder les gains avec une lucidité nouvelle. Sarah commence à faire ce que font les survivants quand ils n'ont plus confiance. Elle les documenta, elle les nota. Elle conserva des dates, des phrases, des souvenirs. Elle s'est mise à traiter son histoire comme un dossier. Non par froideur, mais parce que la froideur est parfois la seule manière de rester debout. Quand l'émotion vous submerge, l'organisation devient une bouée. Elle comprend aussi qu'un système ne se combat pas avec des crises, il se combat avec des faits. Mais les faits, dans une disparition ancienne, sont fragiles, ils s'érodent, ils disparaissent, ils s'oublient. Et surtout, ils peuvent être contrôlés par celui qui a le pouvoir. Dans ces cas, le pouvoir était dans la maison, dans les papiers, dans la narration familiale. Sarah n'avait pas le pouvoir. Elle devait donc créer un autre type de pouvoir, celui de la persistance. Au fil des années, elle tenta de parler aux enquêteurs, de relanceurs, de demandeurs. Elle apprit le langage des procédures. Cette langue froide qui vous oblige à traduire la douleur en phrases courtes et en questions précises. Elle découvrit aussi une réalité brutale. Une enquête ne se relance pas uniquement parce que quelqu'un souffre. Elle se relance quand quelque chose. Enfin, bouge. Une incohérence, une preuve, un témoignage, un élément nouveau. Et comment obtenir un élément nouveau quand tout le monde a déjà décidé que l'histoire était ancienne? Sarah comprit qu'elle devait devenir elle-même l'élément nouveau, non pas en inventant, en insistant, en refusant la fatigue collective. C'est là que la transformation commence. Quand une sœur cesse d'attendre que quelqu'un d'autre cherche, et commence à chercher à sa place. Mais cette décision a un prix. Elle crée un conflit intérieur. Parce qu'elle exige de regarder un père adoptif autrement, de se dire qu'il n'est peut-être pas seulement un homme difficile, qu'il est peut-être le centre de l'obscurité, et personne ne veut croire que. Personne ne veut prononcer cette idée, parce que prononcer cette idée, c'est accepter que la maison n'était pas un réfugié. Sarah résiste longtemps à cette conclusion. Elle essaya de se convaincre qu'il y avait une autre explication, qu'Alyssa avait pu partir, qu'elle avait pu être emportée par une mauvaise rencontre, qu'elle avait pu tomber dans son danger extérieur. Toutes ces hypothèses avaient quelque chose de moins insupportable, parce qu'elles éloignaient le mal du foyer. Mais place elle explorait, place ces hypothèses se heurtaient à la même impasse. L'absence totale de traces, un départ laisse un ombre. Un crime extérieur laisse souvent un mouvement. ICI. Il n'y avait rien. Rien qui respire. Rien qui circule. Rien qui remonte. Comme si l'histoire avait été continuée. Comme si le chaos avait été gardé à l'intérieur. Sarah finit par comprendre que l'élément le plus terrifiant n'était pas ce qu'elle savait. C'était ce qu'elle ne savait pas.
mais quel sentit? Et quand vous vivez avec cette sensation, vous commencez à interpréter le monde comme une chambre de mines. Vous regardez les comportements. Vous écoutez les silences. Vous repérez les contradictions. Non pour accuser, mais pour survivre. Elle remarqua, par exemple, à quel point Michael semblait préoccupé par son image. Il voulait être perçu d'une certaine manière. Rigoureux, responsible. Victime d'une adolescence difficile, et cette préoccupation. Au fil du temps, devant presque plus visible que son chagrin. Quand quelqu'un aime trop sa version, on commence à s'y demander si qu'il craint. Sarah se mit aussi à ressentir une chose qui dépasse la logique, la peur. Pas une peur spectaculaire ou une peur sourde. In time, comme un animal tapis dans la poitrine. La peur de poser la question de trop, la peur de déclencher une colère, la peur de franchir une limite invisible. Cette peur-là n'était pas une preuve, mais elle était un indicateur. Elle disait, dans cette maison, certaines vérités ne sont pas seulement tristes. Elles sont dangereuses, avec le temps. Sarah se rendit compte que la disparition d'Alyssa ne l'avait pas seulement privée d'une sœur, elle l'avait transformée en témoin. Un témoin sans signe, sans corps, sans conclusion, un témoin d'une vie que d'autres préfèrent combler avec une histoire simple. Et c'est précisément pour cela qu'elle a fait devant. Pour elle, une mission, non pas parce qu'elle se croyait héroïque, mais parce que l'alternative était insupportable. Vivre dans un monde où Alyssa aurait été effacée sans que personne ne se batte. Cette mission prit une forme concrète. Sarah se rapprocha de ceux qui pouvaient encore parler. Les amis d'Alyssa, les anciennes connaissances. Les gens qui avaient vu des tensions, entendu des choses. Elle découvrit que, parfois, des vérités existantes à l'état de murmures, pas assez solides pour un tribunal, mais assez persistantes pour un cœur, et dans ces murmures. Un motif revenait, la maison n'était pas normale. Michael n'était pas normal, le contrôle n'était pas normal. La peur n'était pas normale chaque fois qu'elle entendait une variation de cette phrase. Sarah sentait sa détermination se durcir. Elle n'était plus seule à ressentir le malaise. D'autres l'avaient senti, d'autres l'avaient vu. D'autres, peut-être, avaient eu peur aussi, mais la peur, quand elle est partagée, devient parfois une force. Un soir, en relisant ses notes, Sarah se rendit compte d'un détail qui la frappa comme une évidence tardive depuis le début. L'histoire avait été racontée comme si Alyssa avait quitté la maison, comme si le point de départ était la route. L'extérieur, la ville. Mais et si le point de départ était à l'intérieur? Et si la disparition n'avait jamais été un départ? Mais une disparition au sens littéral, un effacement depuis la maison même. Cette pensée ne l'accusait pas encore. Elle ne nommait rien. Elle ne faisait que déplacer le centre de gravité. Et quand le centre de gravité se déplace, tout le reste suit. Sarah comprit alors qu'elle ne devait plus chercher Alyssa dans les lieux où une fugueuse aurait pu aller. Elle devait chercher Alyssa dans les zones où la vérité se cache, les contradictions, les secrets, les récits qui se répètent trop. Elle devait chercher dans l'ombre portée par la maison. C'était une nouvelle étape, plus sombre, plus risquée, parce qu'elle impliquait de regarder Michael non plus comme un père, mais comme une variable. Et lorsqu'un membre de votre famille devient une variable, vous perdez quelque chose d'irréversible. L'innocence, cette nuit-là. Sarah ne dormait pas. Elle avait l'impression d'avoir ouvert une porte intérieure qu'elle avait maintenue fermée pendant des années. Une porte qui donnait sur un couloir étroit, où chaque pas fait résonner une question que l'on ne put plus étouffer. Et cette question, désormais,
Il concernait place seulement Alissa. Elle concernait la maison. Elle concernait le récit. Elle concernait ce que l'on fait. Non, quand la vérité est trop lourde pour être dite. Et dans le silence de Phoenix, alors que tout semblait immobile, Sarah sentit cette certitude naître comme une douleur. La disparition d'Alice n'était pas un mystère lointain. C'était une histoire ténue en laisse, et quelqu'un, quelque part, tenait la laisse. La suite ne serait plus une simple recherche, si serait une confrontation. La confrontation ne commence pas par une accusation lancée à la gorge de quelqu'un. Elle commence par une chose beaucoup plus calme. Beaucoup plus dangereuse, une question posée au mauvais moment. Devant la mauvaise personne, avec une voix qui ne tremble plus. Sarah avait appris à survivre dans les maisons où l'on ne dit pas tout. On apprend vite à sentir quand l'air se charge. Quand on passe dans les couloirs signifie taïstoé, quand on regarde signifie ne pose pas car. Mais il arrive un jour où l'on ne survit plus seulement. On veut comprendre. Et comprendre dans un endroit bâti sur le contrôle. C'est déjà désobéir, elle avait commencé à rassembler des fragments. Des souvenirs personnels, oui. Mais aussi des choses plus solides, des phrases reprises mot pour mot par différents témoins, des incohérences répétées, des micro-contradictions qui s'additionnent comme des grains de sable jusqu'à gripper une machine. Plus elle compilait, plus elle voyait se dessiner un motif qu'elle ne pouvait plus ignorer. La disparition d'Alissa ne flottait pas dans le hasard. Elle semblait enfermée dans un cadre. Verrouillée par un récit, maintenue dans une forme d'immobilité. Et au centre du cadre, il y avait Michael. Michael n'avait pas besoin de crier pour dominer. Il avait cette manière de s'installer dans une pièce comme si la pièce lui appartenait. Même quand il se taisait, on l'entendait. Sa présence avait un poids particulier, une odeur calme. Quand Sarah était petite, elle confondait ses poids avec la sécurité. Plus tard, elle comprit qu'il n'était pas de la sécurité. C'était de l'emprise au fil du temps. Sarah remarqua quelque chose qui la glaqua. Michael ne parlait presque jamais d'Alissa comme d'une personne vivante. Il parlait d'elle comme d'un problème, comme d'une adolescente difficile. Rebelle, ingrate. Comme si la disparition avait confirmé un portrait déjà prêt, il ne disait pas. Elle me manque, il disait plutôt. Vous savez comment elle était, et cette nuance. Minuscule, change it out. Parce qu'une pérébrise parlait d'absence, un homme qui se protège parlait de justification. Sarah fit un premier test, presque inconscient. Un soir, elle prononça le nom d'Alissa d'une manière différente. Plus douce, plus in time. Elle évoqua un souvenir simple, un rire. Une chanson, un détail qui n'appartenait qu'à Alice. Elle regarda Michael pendant qu'elle parlait, comme on regarde un visage pour y chercher l'humain. Elle ne trouva pas ce qu'elle cherchait. Il y eut un mouvement dans ses yeux. Un léger agacement, comme si ces souvenirs n'avaient pas sa place. Comme si Alissa n'était tolérable que dans le cadre de la fugue, de la faute. Du récit pratique, une Alissa trop humaine était dangereuse. Une Alissa qui redevient une fille, une sœur. Une personne aimée fait trop de bruit. Une personne aimée oblige à se demander pourquoi elle n'est pas là, à partir de ce jour-là. Sarah cessa d'attendre une contradiction spectaculaire. Elle comprit que la vérité, si elle existait, se cacherait dans les gestes les plus ordinaires. Les vacances d'éviter, de détourner, de réécrire. Elle se mit à parler aux gens qui avaient connu Alice sans passer par Michael. Des amis, des camarades, des adultes de l'école, des parents d'amis. Elle posait les mêmes questions, encore et encore. Non pas parce qu'elle espérait un miracle, mais parce qu'elle cherchait un point stable.
Elle voulait savoir qui était Alissa quand elle n'était pas enfermée à la maison. Et place elle écoutait. Place les cartes se cruçaient entre deux versions. Dans la version de Michael, Alissa était une adolescente irrationnelle, instable, capable de partir sans prévenir, capable d'abandonner tout le monde par caprice. Dans la version des autres, elle était une fille sous pression. Oui, parfois tendue, parfois fatiguée, mais pas une ombre prête à s'effacer du monde entier. Une fille qui voulait de l'air, qui parlait de liberté, qui rêvait d'après. Une fille qui n'avait rien d'une disparition totale. Cet écart devint une douleur aiguë, parce que l'écart n'était pas seulement narratif. Il était moral, il signifiait que quelqu'un, quelque part, déformé, Sarah commença aussi à reconstituer les dernières heures, non pas comme une scène unique, mais comme une chaîne de portes. Une porte s'ouvre. Une porte se ferme. Un mouvement. Un trajet. Une pause. Elle s'aperçut qu'il y avait des trous dans cette chaîne, des trous que Michael comblait avec des phrases toutes faites. Elle est partie. Elle était en colère. Elle a laissé une note. La note. Justement, place Sarah y pensait. Place cette note lui paraissait étrange. Elle n'avait pas la forme d'une adolescente qui s'échappe. Elle avait la forme d'un objet fonctionnel, un objet conçu pour orienter. Une note dans une fugue ressemble souvent à un cri, mime discret. Un mélange de colère, de peur, d'excitation, mais là. Dans ce qu'elle avait compris de cette note, il y avait une neutralité froide. Une efficacité, et cette efficacité lui donnait la nausée. Elle commença à se demander non pas seulement si et que la note disait, mais si qu'elle faisait. Si qu'elle produisait une note crée une recette. Elle écrit une direction, elle écrit une justification. Et le plus important, elle fait baisser l'urgence. Elle dit au monde, ne cherchez pas trop vite au mauvais endroit. Sarah sentit une rage nouvelle, pas une rage explosive. Une rage propre, concentrée. Qui vous fait marcher droit, elle comprit qu'elle devait sortir du cercle familial. Parce que le cercle familial était contaminé par le récit de Michel, tant qu'elle restait là. Ces questions seraient absorbées, recrachies, ridiculisées, étouffées. Elle se mit alors à faire ce que font les gens qui n'ont plus confiance. Elle apprit à prouver, à documenter, à archiver. Elle cherchait des dates, des horaires, des incohérences possibles. Elle notait chaque version qu'elle entendait. Et surtout, elle apprit une règle terrible. Quand quelqu'un ment, il ne peut pas tout contrôler. Il y a toujours une fissure, la fissure. Dans cette maison, se trouvait souvent dans les excès de Michel. Parce qu'il aimait trop paraître, trop expliquer. Trop cadre, il parlait de sécurité. Il parlait de protection. Il parlait du danger du monde extérieur. Il aimait l'idée de surveiller, de prévoir, d'empêcher. Il construisait une image de lui-même comme d'un homme responsable. Un homme qui ne laissait rien au hasard. Mais cette image, au lieu de rassurer Sarah, la glaquette. Parce que si Michel ne laissait rien au hasard, comment avait-il pu perdre Alissa sans comprendre où elle était partie? Comment un homme obsédé par le contrôle pouvait-il accepter l'idée d'une fugue sans trace? Plus Sarah posait la question. Plus la fugue devenait improbable, et plus la fugue devenait improbable. Plus une autre possibilité s'installait, comme un poison lent. Alissa n'avait pas fui, on l'avait empêché. Cette pensée n'était pas un cri, c'était une lame. Elle coupe la réalité en deux, avant. On cherche au loin, après. On cherche presque, avant. On imagine des routes, après.
On imagine des species fermises. Sarah ne voulait pas imaginer des species fermises. Elle résiste longtemps à cette image, parce que certaines images, quand on les laisse entrer, ne ressortent plus. Mais elle était obligée de regarder où la logique la menait. Et la logique la ramenait toujours à la même place. La maison. Elle s'est mise à observer la maison comme un lieu potentiellement hostile. C'est une sensation étrange. Habiter en endroit et commencer à le regarder comme une scène. Les couloirs deviennent des trajectoires. Les portes deviennent des questions. Les placards deviennent des cachets. On ne vide place. On enquête en silence. Michael sentit le changement. Les hommes de contrôle s'entendent toujours quand quelqu'un leur échappe, si ne fut pas immédiat. Mais il y eut des signes, des remarques plus sèches. Des interrogations sur ILS sorties, des tentatives de réaffirmer son autorité. Sarah comprit qu'elle avait franchi une limite invisible. Elle n'était plus seulement la petite sœur à protéger. Elle devenait une variable. Un soir, la tension monta sans quoi aucun mot violent ne soit prononcé. Sarah avait posé une question sur un détail précis. Un détail qu'elle avait retrouvé dans ses notes. Michael répondait trop vite. Puis il se reprit. Puis il changeait légèrement sa formulation. 3 mouvements infâmes, mais Sarah les vide. Et dans ces 3 mouvements, elle sentit quelque chose. La peur, pas la peur de perdre sa fille. La peur de perdre la maîtrise du récit. Elle eut alors une sensation très claire. Presque physique. Ce n'était plus une histoire de famille. C'était une histoire de pouvoir. Michael n'était pas seulement un père adoptif autoritaire. Il était un homme qui avait besoin que sa version du monde soit la version officielle. Et quand quelqu'un menace la version officielle, il ne menace pas seulement une histoire, il menace une identité. Sarah comprit qu'elle ne pourrait plus obtenir la vérité en demandant gentiment. La vérité. Si elle existait, ne viendrait pas d'une confession spontanée. Elle devrait être arrachée au système qui la retenait. Elle se tourna de nouveau vers les autorités. Mais cette fois avec une approche différente. Elle ne venait pas en pleurant. Elle venait avec des questions structurées, des incohérences, des éléments de comportement, des témoignages. Elle essayait de transformer l'intuition en matière, mais elle se heurta à ces murs que connaissant tous ceux qui cherchaient dans des dossiers anciens. L'inertie, on lui répondit avec prudence. On lui parla du temps-space, on lui parla du manque d'éléments nouveaux. On lui parla, parfois, avec un ton qui ressemblait à un conseil, essayez de vivre. Cette phrase la frappa comme une gifle, parce qu'elle comprit ce qu'elle signifiait réellement. Nous avons choisi de ne plus regarder, alors Sarah s'est promis qu'elle regarderait à leur place. Qu'elle deviendrait celle qui refuse l'oubli, même quand l'oubli est confortable pour tout le monde. Elle commença à parler plus publiquement, pas pour faire du bruit gratuit, mais pour créer une pression, une disparition prospère dans le silence. Une disparition se conservait dans l'ombre. Si elle voulait une fissure, elle devait mettre de la lumière rend les récits plus difficiles à manipuler. La lumière oblige les gens à choisir une position, et cette lumière eut un effet étrange. Des personnes commenceront à se manifester, pas forcément avec des preuves, mais avec des impressions, des souvenirs, des malaises anciens. Je ne l'ai jamais dit. Mais, si ce genre de phrase est dangereux, parce qu'il ouvre une porte. Et une porte ouverte est impossible à refermer sans violence. Plus les témoignages affluents. Plus le portrait de Michael se durcissait. On parlait de surveillance, de contrôle, de comportements inquiétants, de menaces, parfois. Sarah ne prenait rien pour acquis, mais elle comprenait le motif. Les gens n'avaient pas parlé avant parce qu'ils avaient eu peur, ou parce qu'ils ne voulaient pas se mêler d'une histoire familiale.
Avec le temps, l'histoire n'était plus seulement familiale. Elle devenait un problème public, et dans ce glissement, Sarah sentit quelque chose changer en elle. Elle cessa de se demander si elle avait le droit de douter. Elle avait le droit, elle avait même le devoir. Si fut là, dans cette étape, que la disparition d'Alissa devint transformatrice pour Sarah parce qu'elle comprit que la vérité. Parfois, n'est-ce pas une chose qu'on regarde? C'est une chose qu'on poursuit jusqu'à l'épuisement, et que poursuivre la vérité peut vous coûter votre innocence, vos relations, votre sécurité. Mais que ne pas la poursuivre vous coûte autre chose, votre dignité. Elle commence à se demander si qui se passerait si elle allait trop loin, si elle frappait au mauvais endroit, si elle disait le mauvais mot. Les histoires d'emprise familiale ont un point commun. Elles punissent ceux qui parlent, pas forcément par des coups, par l'isolement, par la disqualification, par la manipulation. On vous fait passer pour instable, obsédé, ingrate. On transforme votre recherche de vérité en folie. C'est une stratégie ancienne. Efficace. Michael jouait ces jeux-là. Il commence à présenter Sarah comme une fille manipulée par la douleur, influencée par des récits extérieurs. Incapable de tourner la page, il lui refusait implicitement la légitimité. Il la ramenait à une émotion, et Sarah comprit que c'était précisément cela. Le danger, si l'on réussissait de faire d'elle une émotion. On n'aurait pas besoin d'écouter ses faits, alors elle serait dite. Elle devint plus rigoureuse, plus Freud, plus déterminée, non pas parce qu'elle avait cessé de souffrir, mais parce qu'elle avait compris que l'émotion, dans ce combat, serait utilisée contre elle les années passaient. Et le visage d'Alice sur les affiches s'effaçait sous le soleil. Mais dans la tête de Sarah, elle restait net, douloureusement net. Elle se surprenait parfois à imaginer Alice à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, une vie parallèle. Une vie qui aurait dû être et cette imagination. Au lieu de consoler, coupée, parce qu'elle posait une question qu'aucun tribunal n'entend, qu'elle monde accepte de perdre une jeune fille sans exiger des réponses. La confrontation se rapprochait lentement. Pas sous forme d'une scène unique, mais sous forme d'un resserrement. Sarah gagnait en voix, Michael perdait en contrôle. Ou du moins, son contrôle devait désormais travailler plus dur pour se maintenir. Et quand un système doit travailler plus dur, il commet des erreurs. Sarah le sentit. Elle sentit que quelque chose allait céder. Pas parce qu'elle avait une épreuve finale, mais parce que les récits trop verrouillés finissaient par se fissurer sous leur propre tension. On ne peut pas maintenir éternellement une version sans que quelqu'un, un jour, trébuche sur un détail, et dans cette attente. La peur se mélangeait à une autre émotion, plus sombre, l'anticipation. Sarah commençait à comprendre qu'elle ne cherchait plus seulement Alissa. Elle cherchait le moment où le mensonge, s'il existait, tomberait. Elle cherchait si point précis où le récit officiel se retournerait contre celui qui l'a construit. Mais ce moment, quand il arrive, n'apporte pas toujours la paix, parfois. Il apporte une autre forme d'horreur, la confirmation. Sarah s'y surprit à penser, et si je trouve? Et si je découvre quelque chose que je ne peux plus oublier, certaines vérités ne libéreront pas. Elles accrescentent, elles transforment votre vie en avant et après. Une seconde fois, elles continuent pourtant. Parce que l'alternative était pire, laisser Alissa devenir un vieux dossier. Un mystère, une histoire qu'on raconte à distance. Sarah refusait cette distance. Elle voulait la vérité à hauteur humaine, à hauteur de sœur, alors elle avança. Avec une discipline presque inhumaine, vers ce point où l'histoire n'aurait plus le choix.
Souhaite-t-elle s'éclairer, souhaite-t-elle éprouver par son obstination même, qu'elle avait été construite pour rester opaque. Et dans cette avancée, une chose devint certaine. La disparition d'Alyssa n'était pas seulement un drame ancien, c'était une guerre de récits. Et Sarah, désormais, ne comptait pas perdre le premier choc. Si n'est pas toujours une preuve, parfois, c'est une fissure dans le décor, une brèche si nette qu'elle oblige tout le monde à regarder la même chose au même moment. Même ceux qui préféraient détourner les yeux pendant des années. La disparition d'Alyssa avait été traitée comme une absence triste, une affaire qui s'est refroidie. Un dossier que l'on range dans un tiroir parce qu'il n'a pas de corps, pas de témoins décisifs. Pas de scène nette, une disparition qu'on explique avec les mots les plus pratiques. Fugue, et puis, un jour, si mot commence à se décomposer. Parce que le temps ne rend pas les choses plus claires, il rend les mensonges plus confortables. Il rend les versions plus rigides, il permet à ceux qui parlent les plus forts de devenir les auteurs officiels de l'histoire. Sarah avait grandi dans cette rigidité. Elle avait appris à respirer dans une maison où le récit était déjà écrit. Où l'on répétait les mêmes phrases comme si les répéter suffisait à les rendre vraies, mais une histoire trop répétée finit par se transformer en bruit. Et le bruit finit par fatiguer qui l'entendant. Elle n'avait pas seulement une intuition. Sarah, elle avait une poète dans la poitrine. Une sensation que quelque chose de sentil se trouvait derrière les portes qu'on lui avait appris à ne pas ouvrir, et plus elle tentait d'ouvrir ces portes par la parole. Plus elle se heurtait à la même matière, le contrôle. Le contrôle dans les réponses, dans le silence. Dans la manière dont Michael réagissait quand le fil de l'histoire glissait entre ses doigts. Le monde extérieur, lui, ne voyait pas si contrôle comme elle le voyait. Il le traduisait autrement, un père strict. Une famille compliquée, une relation difficile. Le monde aime les casses, le monde a besoin de catégories. Et fugue est une catégorie qui soulage tout le monde sauf ceux qui restent, puis l'enquête se remet à bouger. Ce ne fut pas comme dans les récits où l'on découvre soudain une preuve lumineuse, si il fut plus administratif. Plus Freud, plus abrupt. Une réouverture, un regard neuf. Ou du moins, un regard oblige de revenir sur ce qu'il avait laissé. Et avec la réouverture, une chose changea immédiatement. Michael cessa d'être simplement le père adoptif. Il devint le dernier à l'avoir vu. Et si simple de placement de statut dans une affaire de disparition. Est une menace dans les jours qui suivirent. L'atmosphère dans la maison se modifia encore. Sarah le sentit avant même quand lui disait quoi que ce soit. On sent si genre de choses dans la manière dont les portes se ferment, dans la façon dont la voix se décide. Dans le temps que prend un regard avant de se détourner, c'était comme si la air s'était épaissie. Comme si quelque chose de l'autre s'était rapproché. Et puis, il y eut quelques journées où la maison ne fut plus seulement une maison. Des autorités, des uniformes, des voitures, des bruits de pas, des voix courtes, la sensation, tout à coup, que les mosquées avaient toujours protégé un récit comme caillant à se faire inspecter comme une scène, les tiroirs, les placards, les objets. Tout ce qui avait été banal devenait, soudain, suspect. Sarah n'oublierait jamais ces sentiments précis. Celui d'être dans son propre foyer et de ne plus le reconnaître, comme si la maison se retournait contre elle-même. Comme si les pièces, une à une, révélant qu'elles n'avaient jamais été neutres. On croit toujours, au fond, que les choses les plus sombres se cachent loin de nous. Dans des ruelles, dans des voitures, dans des lieux sans nom, on veut croire que le mal est un extérieur. Mais ce jour-là, le mal,
ou du moins l'ombre du mal, semblait sortir des endroits les plus domestiques. Quand ils trouvèrent ce qu'ils trouvèrent, la disparition d'Alice a changé de nature. Ce n'était pas une boîte avec un indice délicat, ce n'était pas une lettre. Ce n'était pas une photo oubliée, c'était un ensemble d'objets qui ne s'expliquent pas par l'amour ou le chagrin. Des objets qui parlent de rage, de préparation, de violence potentielle, comme si, sous le récit de la fugue, vivait un autre récit, plus dangereux, plus profond. Plus difficile à regarder, Sarah entendit des mots qu'elle n'avait jamais pensé associer à sa maison. Explosives, armies, plan, manifeste. Et dans son corps, quelque chose s'est mis à trembler. Non pas par peur immédiate, mais par reconnaissance tardive. Comme si une partie d'elle avait toujours su que le contrôle n'était pas seulement une manière de parler, mais une manière de menacer. Une manière de tenir le monde en respect. Tout prit alors une dimension vertigineuse. Parce que la découverte ne répondait pas à la question où est Lisa, mais elle répondait à une autre question. Plus fondamentale, dans quel type de maison Lisa vivait-elle vraiment? Dans quel type de monde était-elle enfermée? Dans quel type de pieu? Les gens aiment croire qu'une disparition est un événement isolé, un accident. Une rupture, mais parfois, une disparition est la conséquence d'un climat. Un climat où le silence n'est pas un hasard, mais une stratégie, si dure-là. Pour Sarah, quelque chose se brisa définitivement. L'idée qu'elle devait ménager le récit familial, le confort, même fragile, s'effondra. À partir de ce moment-là, la maison ne pouvait plus être juste durée. Elle devenait potentiellement dangereuse, et cette prise de conscience est l'une des plus terribles qui existent. Découvrir que ce qui devait protéger peut aussi détruire, mais qu'il faut arrêter. Mais pas pour Alyssa, pas encore. Et cette nuance la fout une torture en soi, parce que la réalité, parfois, est plus cruelle que les histoires. On peut être arrêté pour une menace future, pour des preparations, pour des plans, et la disparition ancienne reste suspendue. Comme si elle n'était pas prouvable, comme si elle n'était pas suffisamment tangible pour être jugée. Sarah vivait alors une contradiction impossible. D'un côté, elle sentait que les découvertes confirmaient quelque chose qu'elle n'osait pas dire à voix haute depuis des années. La maison n'était pas saine. De l'autre, la justice ne lui offrait pas la réponse qu'elle cherchait. Le système reconnaissait une dangerosité, mais ne reconnaissait pas son drame principal. C'était comme si on lui disait « Tu avais raison d'avoir peur ». Tout en ajoutant « Mais nous ne pouvons pas dire pourquoi ». Michael entra dans le couloir de la justice et le monde apprit des choses qu'il ignorait. Les médias s'emparèrent du récit, parce que le récit devenait vendable. La disparition, le père adoptif, la maison, la découverte. Mais Sarah, elle ne regardait pas ça comme une histoire, elle le vivait comme un effondrement. Ce que le monde découvrait avec fascination, elle le découvrait avec nausée. Et il y avait un autre poison, la solitude. Car quand l'ombre devient publique, les jeunes réécrivent leurs souvenirs. Ils disent je m'en doutais, ils disent il était bizarre. Ils disent qu'on ne m'étonne pas, comme si la vérité. Rétrospectivement, était évidente. Mais Sarah savait que ce n'était pas vrai avant. Les gens se taisaient avant. Les gens évitaient avant. Les gens préféraient la paix à l'inconfort, et cette hypocrisie tardive ajoutait une couche de rage. Pendant que Michael était jugé pour d'autres faits, l'histoire d'Alice restait dans le même état. Suspendue, sans corps, sans conclusion, avec un récit de fugue cuit. Désormais, sentait le plastique brûle.
Parce qu'une fugue ne s'accorde pas avec ce que la maison révélait d'elle-même. Une fugue est un mouvement. ICI, tout parlait d'enfermement. Sarah commence à comprendre un mécanisme terrifiant. Il existe des affaires où la vérité n'est pas seulement une question de preuves, mais de seuil. Le seuil de horreur qu'une société est prête à regarder en face. Tant qu'on peut raconter une disparition comme une fugue, on évite de regarder le foyer comme un lieu de menace. Tant qu'on peut dire elle est partie, on évite de dire on l'a fait terrer. Dans les mois qui suivirent, l'absence d'Alyssa devint encore plus lourde. Parce qu'elle s'accrochait à une nouvelle réalité, Michael. Le homme qui contrôlait le récit était désormais un homme que la justice considérait. D'une autre manière, comme dangereux. Cette reconnaissance partielle donnait raison à Sarah, mais ne lui donnait pas à Alyssa. Et la douleur la plus profonde, souvent, est celle-là. Avoir raison ne ramène personne. Le temps passa, Michael purgeait une peine. Les années, étrangement, avanceront avec cette lenteur particulière des drames non résolus. Sarah s'efforça de vivre. Mais vivre ne voulait plus dire la même chose. Vivre. Pour elle, signifiait porter l'affaire comme une seconde peau. Répondre aux gens qui demandaient alors. On aurait trouvé quelque chose. Avec cette même phrase qui finit par user, non à l'intérieur, portant. Elle ne cessait pas, elle changeait de stratégie. Elle a compris que le système judiciaire, seul, ne suffirait pas, parce que le système a besoin de matière solide. Et la disparition d'Alyssa avait été avalée par les premières années de négligence, par la lenteur initiale, par le cadre de la fugue. Alors Sarah commença à produire une autre forme de matière. Une matière narrative, mais rigoureuse. Une chronologie, des contradictions, des témoignages, des fragments. Elle avait appris quelque chose de précieux, quand une vérité n'a pas de corps. Elle doit avoir une voix, mais donner une voix à une disparition. C'est aussi accepter la violence du regard public, les gens commentent. Les gens jugent, les gens comparent. Certains soutiennent, d'autres soupçonnent. Sarah s'exposait, et s'exposa. Dans une histoire familiale, c'est s'arracher à la dernière illusion de sécurité. Cette exposition, pourtant, faisait bouger quelque chose, lentement. Comme une pression qui s'accumulait, on commença à reparler d'Alyssa autrement. Plus seulement comme d'une fugueuse, plus seulement comme d'un visage sur une affiche. Comme d'une adolescente dont l'absence ne colle pas, et dans cette nouvelle narration. Un point revenait sans cesser. Michael avait été le dernier à la voir. Michael avait contrôlé le récit. Michael avait produit la note. La version, le cadre. Et maintenant, le monde savait que l'homme pouvait construire des scénarios de violence. Sarah se retrouvait avec une vérité paradoxale. Ce qu'on avait trouvé dans la maison ne prouvait pas ce qui était arrivé à Alyssa. Mais cela rendait soudain. L'inimaginable imaginable, et une fois que l'inimaginable devient imaginable. La société ne put plus dormir de la même façon pour Sarah. Si fut un tournant intérieur, elle cessa de se demander si elle allait trop loin. Elle cessa de craindre d'être celle qui dérange. Elle comprit que le dérangement était l'unique chance de la vérité. Parce que les mensonges survivent dans la politesse, ils survivent dans la fatigue. Ils survivent dans les phrases comme il faut avancer. Et elle n'avançait pas. Elle cruçait dans les souvenirs, dans les archives, dans les témoignages. Dans les dates, elle cherchait si qu'on avait traité en 2001. Elle cherchait ce que l'on avait accepté trop vite. Elle cherchait l'endroit exact où le récit de la fugue s'était imposé. Et pourquoi? Parce que si elle comprenait c'est pourquoi.
Elle pourrait peut-être remonter plus loin, jusque dans ce qui avait été étouffé. Mais Cruiser, dans une affaire comme celle-ci, revient toujours à une vérité simple. Le danger n'est pas seulement dans ce qu'on découvre. Il est dans la réaction de ceux qu'on met au pied du mur. Michael, même derrière des murs, restate une présence. Une ombre, un centre de gravité. Et Sarah savait, au fond, que tant que Michael serait vivante, tant qu'il aurait une voix. Elle continuerait de défendre son récit, et un récit défendu avec acharnement peut devenir une armée. Si fut à cette époque que Sarah comprit quelque chose d'autre, plus in time encore. Elle n'était plus seulement la sœur d'Alyssa, elle était devenue la mémoire d'Alyssa. Et être la mémoire de quelqu'un, c'est accepter une responsabilité écrasante. Cela signifie se lever chaque jour avec un nom sur la langue et une absence dans le corps. Cela signifie répéter sans cesser. Elle existait, elle comptait. Elle n'est pas un dossier, plus le temps passait. Plus la disparition d'Alyssa cessait d'être un mystère pour devenir une accusation diffuse, une question morale posée au monde. Comment une adolescente peut-elle disparaître ainsi? Et comment peut-on vivre avec une explication qui ne tient que par ce qu'on l'a répété assez longtemps? La pression publique monte par vagues, puis retombe. Puis remonte, les années sont ainsi. Elle avalant l'indignation, puis la recrachant quand quelque chose la réactiva. Sarah apprit à se servir de ces vagues, à parler quand la tension revenait. À rappeler les faits, à refuser l'oubli. Et lentement, inexorablement. Quelque chose se mit à bouger du côté des autorités, pas une révélation. Pas encore, mais un mouvement. Une oreille plus attentive, une phrase qui change. Une porte qui se rouvre à moitié. Sarah le sentit comme on sent un courant d'air avant l'orage. Elle comprit que les choses se rapprochaient d'un point de bascule, parce qu'un homme peut contrôler un récit long temps. Mais pas éternellement, surtout quand la personne qui le conteste refuse de s'épuiser. Et puis vient cette période où la voix de Sarah commence à dépasser le cercle des proches. Elle parle plus forte. Pas en criant, en répétant, en insistant, en racontant. Elle transforme la disparition en histoire continue, non pour divertir, mais pour empêcher le monde de la ranger. Elle fait ce que les institutions, parfois, ne font pas. Elle donne à Alyssa une présence, et quand une disparue redevient présente dans la conversation publique. Ceux qui se croyaient protégés par le temps commençant à sentir le sol bouger sous leurs pieds. Sarah n'avait pas encore la preuve finale. Elle n'avait pas un lieu, elle n'avait pas un corps. Mais elle avait quelque chose d'autre, une pression accumulée sur un récit trop verrouillé. Et les récits trop verrouillés ont une faiblesse. Ils finissent par craquer. Non pas sous une coupe unique, mais sous l'usure. À la fin de cette étape, Sarah se rendit compte que sa quête venait de franchir une frontière. Elle n'était plus une affaire de souvenirs et de soupçons. Elle était devenue une affaire de confrontation publique. Et la confrontation publique a une conséquence directe. Elle oblige la justice à choisir une position. À rester immobile, ou à agir. Sarah savait ce que ce choix signifiait.